Le cercle RH avec un invité, un ministre, un grand entretien aujourd'hui lui est consacré. Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre programme est évidemment chargé. Ministre de l'Agriculture, vous êtes sur tous les fronts. La négociation de la PAC en mai, on va en parler. La loi Egalim, on va faire le point évidemment. Et puis il y a eu le gel, évidemment. Julien de Normandie, vous avez été sur le terrain avec des arboriculteurs, des maraîchers. On en est où? Juste en quelques mots de ces questions d'indemnisation, parce que c'est vrai qu'une partie de nos productions ont été détruites par le gel. C'est un épisode qui est probablement la pire catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'est des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par le gel. Et vous savez, en fait, le gel a cette difficulté, c'est qu'il est invisible. Mais il a exactement le même effet qu'un immense incendie. Et imaginez que cet événement de gel que nous avons vécu revient à un incendie sur des centaines de milliers d'hectares de nos productions, de fruits, de vignes, voire de grandes cultures. Et donc on a mis en place des systèmes d'indemnisation qui sont tous en train de se déployer, avec beaucoup de force, beaucoup de pragmatisme aussi pour être au plus près du terrain. Et donc la plupart d'entre eux sont d'ores et déjà opérationnels. On a mis d'abord des aides d'urgence, maintenant on met des aides de soutien à la production. On fait preuve d'innovation aussi pour que ce soit rapide. On fonctionne avec des avances, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Oui, bref, on met quelque chose, je crois, d'ampleur, parce que c'est près d'1 milliard d'euros qu'on a débloqué. Mais surtout, on a voulu mettre en place des dispositifs qui répondent bien à la réalité du terrain, qui soient faciles d'utilisation. C'est beaucoup de travail, mais qu'on mène avec l'ensemble des équipes pour être aux côtés des agriculteurs. Affiner au plus près, Smart Job, c'est une émission consacrée à l'emploi, et à l'emploi évidemment aujourd'hui du monde agricole, de tous ces exploitants qui sont dans le doute. Je précise pour ceux qui vous découvrent, ils vous connaissent évidemment, ils savent que vous êtes le ministre de l'Agriculture, vous êtes ingénieur agronome, et ici sur Bismart, c'est la chaîne des audacieux. Il faut quand même préciser qu'avant de devenir un homme politique, vous aviez projet avec Emmanuel Macron, dont vous êtes très proche, de créer une start-up. C'était une start-up dans l'agricole? Non, j'imagine que non. Non, vous avez raison, c'était à une période où Emmanuel Macron n'était pas encore devenu ministre de l'économie. Et on avait le projet de créer une entreprise dans le domaine de la digitalisation de l'éducation. C'était il y a déjà plusieurs années où on voyait que le numérique avait un apport très significatif possible dans l'accompagnement éducatif des plus jeunes. Et donc on a eu ce projet-là. Et puis dans le carton. Finalement, la vie a changé. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de personnes. On change. Et puis les chemins nouveaux se sont ouverts. Et la fin de l'histoire, ou la suite de l'histoire, comme on dit, vous la connaissez. On la connaît évidemment. Vous êtes d'abord devenu secrétaire d'État, puis en charge de l'agriculture. Cette phrase de Julien Audoul, d'abord je voudrais la soumettre parce qu'elle fait écho à ces chiffres de la MSA. Alors ils ne sont pas consolidés, ils datent de 2015, 605 agriculteurs sont morts. Et cette phrase de Julien Audoul, dans un échange qui a été enregistré par Libé, l'agriculteur qui se pend au fêtage de son hangar, doit-il laisser une trace? S'est-il pissé dessus? Est-ce que la corde est française? Répond Julien Audoul. C'est abominable cette phrase. C'est totalement abject, mais je crois que c'est d'abord l'image de ce que renvoie le Front National, c'est-à-dire d'un côté faire semblant, d'un point de vue officiel, d'être aux côtés de ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire les agriculteurs. Et puis de l'autre côté, de manière totalement cynique, ironiser sur des drames. Parce que dans notre pays, il y a des agriculteurs qui sont en situation de détresse, il y a des drames, et que face à ces situations de détresse, face à ces drames, on se mobilise. Je peux vous dire qu'on se mobilise avec des parlementaires, avec des professionnels, avec les services, vous l'avez dit par exemple de la MSA, mais des collectivités locales. Et tout ça, on le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup d'accompagnement. Ça manque de dignité, ce que dit le candidat tête de liste RN. C'est à l'opposé de toute dignité, c'est à l'opposé de toute considération. C'est à l'opposé, au final, de toute volonté réelle d'accompagner, de trouver des solutions, d'être au contact, d'avoir ce ressenti, de partager cette souffrance, partager cette détresse pour mieux y répondre. Il ne faut jamais oublier que les agriculteurs, moi j'aime à les définir comme des entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Et pour une chaîne comme Bismart, c'est important parce que les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. C'est clair. Donc, c'est des personnes qui prennent des risques liés au vivant,
ces entrepreneurs du vivant, le gel, on en a parlé, la sécheresse, parfois les cours des marchés, mais qui assument une mission incroyablement noble qui est celle de nous nourrir. Et ces entrepreneurs, ils sont prêts à prendre des risques, mais parfois c'est très difficile. Ils le font par passion, cette noble mission, on va y venir. Mais parfois c'est très compliqué. Et donc, face à cette noble mission, face à cette profession qui travaille probablement le plus dans notre pays, je crois qu'il faut à la fois respect et dignité. Manifestement, ce n'est pas ce qu'a en tête le Rassemblement national. Je le déplore. Malheureusement, je n'ai été que peu étonné, parce que ce cynisme-là, il les caractérise. Alors qu'ils font une campagne sur le local, consommer local. C'est un des arguments du Rassemblement national, avec cette phrase cynique, on vient de la commenter. Le local, rappelons quand même le chiffre de ce monde agricole qui est quand même ébranlé. Je fais référence et ça ne vous aura pas échappé, à ce rapport sénatorial de mars dernier, mars 2021, 60 recommandations, 63 recommandations. Vous aviez d'ailleurs été auditionné. Deux arguments qui viennent expliquer, même si tout ça est assez complexe, un suicide est évidemment quelque chose d'assez complexe, mais ce qui ressort fondamentalement, c'est la baisse des revenus et l'agribashing. Commençons par l'agribashing, puisqu'on est dans une campagne électorale, régionale et déjà présidentielle. L'agribashing, ce sont des mouvements écologistes radicaux qui considèrent que l'agriculteur est l'ennemi de la terre. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que c'est une aberration, que c'est un non-sens d'opposer environnement et agriculture. Vous l'avez dit, moi je suis ingénieur agronome, il y a 25 ans, quand je fais ce choix-là, c'est parce que j'ai chevillé au corps des convictions, des passions aussi, mais des convictions notamment sur ce qu'on appelle au sens large l'environnement, ce qui nous entoure, la protection de ce qui nous entoure et en fait la richesse de tout ce qui nous entoure. Vous savez, quand vous êtes un agriculteur, vous avez une vision de la terre qui est très particulière, c'est-à-dire que vous appréhendez tout à partir du sol. Ce qui est le plus important, c'est le sol. Et le sol, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes de biodiversité, en termes d'écosystème. Et donc, quand vous êtes un agriculteur et que vous passez votre journée à recevoir des leçons de morale par certains qui se disent beaucoup plus environnementalistes ou écolos que vous-même, d'abord, vous ne comprenez même pas cet argument. Parce que vous, votre métier, c'est précisément de chérir le sol. Et deuxièmement, moi je pense que ce sont aussi des personnes qui sont dans une méconnaissance totale de ce qu'est la transition agroécologique et de ce qu'on demande au monde agricole. Je vais vous donner juste un exemple pour que tout le monde l'ait en tête. Ça me fait penser à Stéphane Le Foll, je vous coupe, mais à l'époque Stéphane Le Foll avait lancé cette idée qu'on pouvait marier le développement économique agricole avec l'écologie. Mais il ne faut surtout pas les opposer, surtout pas. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on l'ignore, mais sur notre planète, là où on capte le plus de carbone, c'est pas la forêt, c'est la terre. Et on l'oublie trop souvent, mais ceux qui sont le plus à même de nous aider à lutter contre le changement climatique en allant capter des tonnes de CO2, c'est eux. C'est eux. Et aujourd'hui, personne, quand vous demandez, vous faites des sondages et vous dites quel est le rôle de l'agriculteur vis-à-vis de l'environnement, on vous dit là où ils ont des effets, mais pas du tout là où ils sont des acteurs du changement. Or, aujourd'hui, un agriculteur... On reproche les pesticides, mais pas suffisamment la captation de CO2. Exactement. Or, aujourd'hui, un agriculteur, si on arrive justement à les accompagner encore plus vers les moyens de capter le CO2 dans le sol, ce sont une partie de la solution face au défi le plus important que va vivre notre génération et celle de nos enfants. Et donc ça, il faut le reconnaître, il faut l'accompagner. Et vous savez, moi je pense qu'il ne faut jamais être sur la défensive, mais toujours être sur l'offensive. Vous l'aurez peut-être remarqué, en un an, depuis que je suis nommé, je n'emploie jamais le mot d'agribashing. Jamais. Parce que je pense que... On ne le retrouve pas en tout cas dans les articles. Parce que je pense qu'il faut être à l'offensive. Il faut montrer tout ce qu'on fait. Il faut montrer qu'on est prêt à encore changer. Il faut montrer qu'on est prêt à ces transitions. Mais il ne faut surtout pas tomber dans ce jeu dans lesquels certains veulent nous entraîner, qui est une opposition. Quand vous êtes sur la défensive, vous venez en réaction à ces opposants. Moi, je pense que c'est une erreur. Donc, au contraire, je suis très fier de pousser ces transitions, de montrer là où elles existent, de dire qu'il faut aller encore plus loin et de le faire en positif. Avant de parler de la loi Egalim, encore plus loin, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu
déjà sous l'ère François Hollande, la volonté de réduire les intrants dans le langage commun, c'est les pesticides, les insecticides. On voit revenir l'insecticide qui tue les abeilles. On voit que le volume de pesticides est toujours important. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié, et on va revenir évidemment à la question des revenus des agriculteurs, est-ce que c'est lié au fait que l'agriculteur doit faire du volume pour gagner un peu sa vie? Non, et que de fait, il met des produits chimiques? Non, alors, à chaque fois, il y a plusieurs raisons, et je crois que c'est très important de bien l'avoir en tête. D'abord, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les produits les plus dangereux, ce qu'on appelle dans notre jargon les CMR, entre 2018 et 2019, rien que 2018 et 2019, ces produits les plus dangereux, on les a fait diminuer de 68%. Les CMR1, les CMR2 de 43%. Et donc, on voit aujourd'hui que toutes ces transitions, elles sont en cours. Le monde agricole se transforme. Mais le monde agricole, encore une fois, ce sont des entrepreneurs qui ont cette caractéristique, comme tout entrepreneur, de s'adapter. Et c'est un monde qui, probablement, est l'un de ceux qui a le plus évolué depuis l'après-guerre. Vous avez parlé de cet insecticide qui s'appelle les néonicotinoïdes sur les betteraves, que j'ai réintroduit. Mais pourquoi? Parce que les betteraves sucrières, c'est-à-dire les betteraves qui permettent de constituer le sucre. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on était dans une situation où nos voisins européens utilisaient un produit. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent la substitution à ce produit. Ce fameux débat. Et face à ça, on avait un choix qui était un choix de souveraineté. On n'allait pas arrêter de manger du sucre. Je pense que demain, vous n'alliez pas, vos enfants, arrêter de manger du sucre. Et donc, quelle était la situation face à laquelle on devait faire face? Attendre de trouver le produit. Attendre de trouver le produit pendant 2 ou 3 ans, où la recherche agronomique se faisait, où devions-nous tuer nos filières et importer du sucre? À l'évidence, moi, vous savez, ma première des visions, c'est une vision de souveraineté. Il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Ça n'a jamais existé. Mais dans les civilisations, dans les nations, pendant la période de la Covid, on a manqué de rien sur nos étals parce qu'on a une agriculture forte. Le monde agricole avait ses tracteurs et continuait évidemment à se déplacer, à travailler. Donc, cette souveraineté, on doit absolument la garder comme vision la plus importante. Maintenant, la transition, il faut continuer à le faire. Et là, j'interroge tous vos auditeurs sur un point, c'est que je pense qu'il y a un moment où il y a une sorte d'injonction paradoxale dans notre société. C'est-à-dire que le citoyen demande plus de transition. Le consommateur ne finance pas cette transition. On va y venir. Et c'est un véritable problème parce que... Payer un peu plus pour avoir des produits sains, parce que ça va être un des arguments là, qui va être avancé. C'est mettez 20 centimes, si vous le pouvez, pour avoir un produit sain. Exactement. Et en fait, quand vous êtes devant les étals des supermarchés, en vérité, il n'y a rien qui ressemble plus à un concombre qu'un autre concombre, à un blanc de poulet qu'un autre blanc de poulet. Et le citoyen qui dit « moi, je veux plus de transition nutritionnelle, environnementale, c'est-à-dire je veux des produits de meilleure qualité », souvent, le consommateur, qui est parfois le même citoyen, privilégie le moins cher à celui qui est un peu plus cher parce que la qualité est là. Or, la qualité, elle doit être rémunérée. On ne peut pas faire financer la qualité que par le monde agricole, ou sinon, vous savez quoi? C'est pas notre modèle agricole. C'est quoi? C'est les modèles agricoles avec des fermes immenses. Et donc, c'est ce qu'on se retrouve dans les pays asiatiques ou dans les États-Unis d'Amérique. On va le voir. Il y a quand même une concentration depuis les années 60 par rapport au nombre d'agriculteurs. Vous connaissez ces chiffres. On voit qu'évidemment, le nombre d'agriculteurs diminue d'année en année, de décennie en décennie. On voit ce chiffre, 1,6 million en 88. C'était hier. Et 11 ans plus tard, eh bien, ils sont 400 000, donc soit 1,5% de l'emploi total. On se souvient de Jacques Chirac, hein, qui avait compris que l'électeur ou l'électorat agricole était un électorat important. On voit la bataille qui est menée sur le terrain. Revenons au concret. Vous avez vu, on parlera de la PAC, de ces agriculteurs bio qui sont dépoilés, qui se sont mis tout nus. Ça fait un peu calendrier, mais on en parlera. Mais la loi Egalim. Pardon, je voudrais juste un point sur ce bio, parce que le bio, il y a un marché, il y a une filière. Mais ce qui a été dit est faux. Ce qu'ils vous disent est faux. Faux. Il y a certaines personnes qui ont réussi à convaincre des dizaines de personnes de se mettre tout nus avec une pancarte sur la base, on va le voir, sur la base de chiffres faux. Pourquoi il y a des chiffres faux? En gros, ce qu'il faut bien comprendre, et je mets tous ces chiffres sont publics, donc n'importe qui pourra le vérifier. La politique agricole commune que j'ai annoncée va augmenter de plus de 30% les aides dédiées au bio. Qui est en négociation, on va y venir. Hein. Exactement, sauf que ça, ces grands arbitrages, je les ai déjà rendus. On augmente de plus de 30%. Mais je fais un choix politique.
C'est quoi ce choix? C'est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 45 000 agriculteurs bio. Sur ces 45 000, vous en avez 9 000 qui bénéficient de ce qu'on appelle des aides au maintien. C'est-à-dire que tous les mois, ils bénéficient d'une aide supplémentaire par rapport à leurs revenus liés au marché. Et aujourd'hui, ces aides au maintien, c'est à peu près 50 millions d'euros à l'échelle du pays. Et la question qui nous est posée, c'est où est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui le paquet? Est-ce qu'on doit continuer ces aides au maintien qui diminuent depuis 2017? Et d'ailleurs, l'État comme les régions les arrêtent. Pourquoi? Parce que tout cet argent-là, au lieu de le mettre dans le maintien, on le met dans la conversion. Mais exactement. Et donc la question, c'est... Il y a un délai de conversion, il faut le préciser. Mais le délai de conversion qu'on finance, c'est 5 ans. Et donc aujourd'hui, moi, le choix politique que je fais, c'est que toutes les aides bio qui concernent 250 millions d'euros, je les fais passer à 340 millions d'euros. Vers ceux qui veulent se convertir. 30%. Pourquoi? Pour convertir 20 000 nouveaux agriculteurs. 20 000. Et donc, il y a des personnes qui, eux, sont déjà installées, disent, mais attendez, nous, ce qui nous intéresse... C'est de toucher ce complément de revenu. C'est pas qu'il y en ait plus qui arrivent sur notre marché. C'est de créer une rente. C'est de bénéficier d'aides qui qui complètent, qui sont chez nous, sur nous, déjà installés. Moi, en tant que responsable politique, je dois écouter tout le monde, et je crois que dans notre pays où on importe, on est un importateur net de bio, c'est de dire aux agriculteurs qui souhaitent faire cette conversion... Soyons souverains aussi sur cette filière. Exactement, et nous, on vous accompagne. Et donc ce débat-là, moi, je le regrette, et je l'ai dit à cette fédération qui s'appelle la FNAB, je regrette votre posture. Je condamne même lorsque, dans un débat démocratique... Une forme d'égoïsme, en fait, finalement. On dit des chiffres faux. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, on peut ne pas être d'accord sur les outils, mais on ne doit jamais, dans un débat démocratique, faire véhiculer de fausses informations. Alors, allons à la loi Egalim, parce que cette loi, elle est fondamentale. Vous vous en souvenez, il y a eu une sorte de Grenelle de l'alimentation, puisque vous êtes aussi ministre de l'alimentation. À l'époque, ce n'était pas vous qui étiez aux manettes, il faut quand même le préciser. Forum, débat, passionnant, arrive cette loi Egalim, et le message, le punchline, c'est de permettre au monde agricole, à l'agriculteur, de vivre de ses revenus et de vendre son produit au bon prix, au juste prix. 2018, la loi est votée. On est en 2021, 3 ans plus tard. Est-ce que vous considérez que c'est un échec, cette loi Egalim? Parce qu'une nouvelle loi arrive à l'Assemblée, qui est une proposition de loi, elle a été déposée, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi Egalim, elle était une étape très importante et nécessaire. C'est quoi la philosophie? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des négociations qui sont très particulières parce que c'est un ménage à 3. Oui. Et souvent, un ménage à 3, ça se finit mal. La grande distribution. Et donc, vous avez d'un côté la grande distribution qui achète à un industriel qui lui-même achète à un éleveur ou à un agriculteur. Ou parfois, il traite en direct ses volumes. Et aujourd'hui, la loi Egalim, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit ce qu'on appelait la marche en avant. C'est-à-dire qu'elle a imposé un principe qui est très, très bien, c'est de dire l'agriculteur doit d'abord négocier avec l'industriel avant que l'industriel ne négocie avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'on part du coût de production pour faire le prix à la fin. Parce que lui, il a des coûts aussi de production, les intrants, et qui sont souvent en augmentation. Et ça, c'est ce qu'a fait la loi Egalim. C'est-à-dire qu'elle a remis les choses dans le bon ordre. Moins 0,3 là. Moins 0,3, mais la vraie moins 0,3, c'est-à-dire la déflation qu'on a observée. Il gagne moins. Il gagne moins. Mais si la loi Egalim n'avait pas été là, on serait dans des niveaux encore inférieurs. Mais comme vous l'avez dit, cette loi Egalim, donc, elle a permis une avancée, mais elle n'est pas allée au bout des choses. Et donc aujourd'hui, elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et pourquoi elle n'est pas allée au bout des choses? Parce que la réalité, c'est que si elle a remis les choses droites, la tension qu'il y a au niveau de cette chaîne de négociation agroalimentaire est telle qu'à la fin, ça se fait sur le dos de l'agriculteur. C'est encore lui qui, finalement, au bout de chaîne, assume le parce que vous êtes dans une relation à 3, et donc l'agriculteur, concrètement, il va voir l'industriel, il dit « j'ai besoin que tu m'augmentes l'achat ». L'industriel, il va voir la grande distrib, et en fait, la grande distrib dit à l'industriel « moi, je suis prêt à augmenter le prix d'achat, mais j'ai pas confiance dans le fait que toi, industriel, tu vas le rétrocéder à l'agriculteur ». Et l'industriel se cache derrière cela, en disant à l'agriculteur, en fait, personne ne veut. Bref, industriel et grande distribution n'arrivent à se mettre d'accord, et tout ça se fait sur le dos de l'agriculteur. Et donc là, on va aller beaucoup plus loin.
beaucoup plus loin. Sur la transparence notamment. Exactement, avec cette proposition de loi qui arrive à l'Assemblée dans quelques jours, que le gouvernement soutient, on va faire ce qu'on appelle la non-négociabilité du prix agricole. C'est-à-dire qu'on reprend la même marche en avant que j'évoquais tout à l'heure, sauf que... Mais on ne revient pas dessus, le prix est là. Vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'une fois que le prix de la matière première agricole est négocié, il n'est plus négociable par les autres parties prenantes à la négociation. Et de la même manière, on va faire de la transparence des marges. Et pourquoi, pour moi, c'est la mère des batailles? Et vraiment, c'est la mère des batailles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre modèle agricole, quoi qu'en disent les fâcheux, les sinistres ou les tristes... Les fâcheux, vous dites. Les fâcheux, oui. Ou les tristes, c'est un modèle agricole qui est fondé sur la qualité. Ce qui nous différencie des autres productions, parfois en Europe, en tout cas à travers le monde, c'est la qualité. Et on voit bien qu'on est dans un système qui est antinomique. On ne peut pas d'un côté dire notre modèle c'est la qualité nutritionnelle, environnementale, et de l'autre côté faire cette guerre des prix. Ça ne marche plus à un moment donné. Et puis l'agriculteur vous dit qu'avec les nouvelles normes qui sont assez contraignantes, dans les 63 recommandations du rapport sénatorial, il y a aussi toutes ces contraintes, ces normes environnementales qui, et vous l'entendez sur le terrain, l'agriculteur vous dit moi je m'en sors plus, je ne peux pas m'en sortir, j'ai trop de paperasse, j'ai trop de règles. Puis au même moment, au sein de l'Union, vous avez des pays que je ne veux pas citer, mais citons-les. La Pologne avait été pointée du doigt sur ces normes environnementales. Et ils disent mais attendez, on ne joue pas d'égal à égal, c'est-à-dire que je fais un produit de qualité mais il est plus cher et j'arrive pas à le vendre. Comme vous êtes sur une chaîne d'entrepreneurs et d'hommes et de femmes de l'économie, la grosse difficulté du monde agricole, c'est qu'on a imposé des créations de valeur environnementale, et c'est très important, mais ces créations de valeur environnementale n'ont pas permis de faire de la création de valeur dans le compte de résultat des agriculteurs. Exactement. Et donc, à partir de là, cher au monde de l'économie, vous n'avez pas l'alignement des intérêts, comme on dit. Et donc moi, qui ai fait beaucoup d'économies, quand je suis arrivé... Oui, parce que vous étiez aussi en éco, vous n'étiez pas qu'ingénieur agronome. Et j'ai dit, mais en fait, il faut avoir une approche compte de résultat de l'agriculture. Dans une entreprise, il y a la RSE, les marchés aident les entreprises vertueuses. Ça ne marche pas dans le monde agricole. Pas suffisamment. Il y a des segments de marché où on a réussi à créer un peu de valeur. Mais aujourd'hui, il y a ce que l'un de mes prédécesseurs avait lancé, qu'on appelle la haute valeur environnementale. Aujourd'hui, le consommateur ne sait pas ce que c'est que la haute valeur environnementale en termes de politique marketing au sens économique du terme. Il va au prix. Excusez-moi, on évoque le consommateur et le citoyen. Il se dit, ce produit est pas cher. Il vient d'Espagne. Je le prends. Voilà. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui sur les étals. Et donc moi, tout mon boulot, c'est dire comment on associe création de valeur environnementale et création de valeur pour le compte de résultat de l'agriculteur. Et pour ça, il faut faire deux choses. Aller au bout de la loi Egalim, ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire se dire que cette création de valeur, elle ne doit pas être dévoyée dans le cadre de la négociation. En tout cas, sanctuarisé pendant cette période. Sanctuarisé. Et de l'autre côté, c'est un autre débat que là je porte au niveau européen, c'est que si on veut que cette création de valeur, elle soit véritablement avec un retour sur le compte de résultat, il faut absolument qu'on arrête une forme d'hypocrisie qui consiste à dire on importe de plus en plus de produits qui ne respectent en rien nos normes de production. Mais encore une fois, un concombre ressemble beaucoup à un autre concombre. Et quand vous êtes sur les étals et que vous voyez deux concombres... Il y a un dumping. Voilà. Il y a un dumping sur les prix. Et ça, c'est l'un de mes gros combats au niveau européen. Dans le cadre de la nouvelle PAC, on a des belles avancées dessus. C'est-à-dire qu'on a des règles environnementales qui, pour la première fois, vont s'appliquer à tous, sans exception. Et il faut le porter au niveau de l'OMC aussi. Il y a les négos qui ne se passent pas si bien, parce que c'était en mai, il y a eu 3 jours de round de négociations. Vous allez évidemment reprendre les négociations, toujours d'ailleurs sur la bataille environnementale. Au niveau européen. Et européen, la PAC, c'est européen. Avant de nous quitter, Julien de Normandie, avant de vous demander à quoi vous pensez après, parce qu'il y a toujours un après lorsqu'on est ministre, on pense forcément à l'après. C'est cette réaction, la décision du tribunal administratif de Rennes qui donne 4 mois à l'État. Alors vous allez me dire, moi ça ne me concerne pas, c'est Barbara Pompili qui est en charge de cette question sur la transition écologique, mais qui est la question des algues vertes. Les algues vertes, ça touche directement, et c'est un vrai bras de fer sur le terrain avec le monde agricole, les lisiers de porc et les nitrates. Qu'est-ce que le ministre dit là aujourd'hui? Parce que c'est vrai que la ministre Barbara Pompili a 4 mois cette injonction du tribunal qui dit qu'il faut régler cette affaire. Comment on fait là? Ça fait des années que ça dure. Oui, alors, d'abord, il y a des décisions, et quand les décisions sont des décisions de justice, il faut les respecter. Il y a pas, et puis, il faut les respecter, et deux, évidemment, les ministres d'exécutif n'ont pas de commentaires à faire dessus. Mais deuxièmement, sur ces sujets-là, le sujet du nitrate, c'est des sujets très importants. Oui. Mais c'est des sujets qui, aujourd'hui, sont déjà
très fortement prises en compte. Songez que là, on est en train de revoir en ce moment même ce qu'on appelle la directive nitrate, c'est-à-dire toutes les conditionnalités qu'on met, notamment dans le monde agricole, mais pas que, sur justement l'utilisation de ces nitrates ou les protections face à cela. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on investit beaucoup. Après, vous avez aussi ce qu'on appelle le temps de latence entre ce que vous investissez depuis plusieurs années maintenant et la circulation des nitrates qui ont pu être déposés il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui continuent dans les bassins versants à circuler et qui, aujourd'hui, créent des conséquences. Et ça, cette cinétique, elle est en plus compliquée parce que quand on a des tensions quand même, le monde agricole se défend en Bretagne. Il dit, mais attendez, nous on a besoin de produire. On investit massivement sur des systèmes de protection, sur des pratiques culturelles intelligentes. Et ça, on investit massivement. Et puis, en plus de ça, on renforce la réglementation là-dessus. Donc, il ne faudrait pas laisser croire que ces transitions ne sont, encore une fois, pas prises en compte ou balayées d'un revers de main. Ce serait totalement faux. C'est une réponse avant de nous quitter. C'est quoi l'après-ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous dites, vous parlez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez une double casquette, c'est l'économie qui vous passionne aussi, et puis évidemment ces questions d'agrologie, d'innovation. C'est quoi? Vous remontez une entreprise, vous quittez la politique, vous continuez la même histoire aux côtés d'Emmanuel Macron? Moi j'ai vraiment ces deux jambes, c'est-à-dire que je suis passionné par la chose publique, c'est un honneur immense de pouvoir partager ses passions, sa vision et de le faire en tant que ministre. Et oui, j'ai une fibre très forte aussi pour l'entrepreneuriat. J'ai 40 ans, j'ai 4 enfants. J'espère pouvoir avoir plusieurs vies, si je puis dire, dans mon parcours professionnel. Mais la réalité, c'est qu'au moment où je vous parle, et singulièrement dans la période qu'on connaît avec la Covid, avec toutes ces difficultés, je peux vous dire que le temps d'un ministre, c'est très important qu'il ait une vision de temps long, surtout que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est le ministère du temps, pas que des crises. On dit souvent que c'est le ministère des crises. J'ai payé pour voir, entre la betterave, la sécheresse, le gel, etc. Mais c'est surtout un ministère du temps long, c'est-à-dire comment aujourd'hui on adapte notre agriculture à 10 ans au changement climatique. On vient de lancer le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique pour se dire mais comment on s'adapte et aujourd'hui prévoir l'agriculture de demain. Comment on investit dans le plan de relance. Je suis très content parce que le président et le Premier ministre m'ont entendu et on investit massivement dans notre agriculture. On fait plus d'1,2 milliard ou dans notre forêt. Et tout ça, avoir cette vision du temps long, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est un temps long pour l'agriculture et peu de temps que je consacre pour savoir quel est mon temps long à moi, si je puis dire. Pas encore le temps de lever la tête du guidon. Et je me permets juste, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le monde agricole ou le monde de l'alimentation est un monde qui recrute profondément. Mais profondément. Il cherche des salariés. Il cherche des salariés. Et puis, contrairement à ce qu'on... Pas que des saisonniers, parce que quand on parle aux saisonniers, ils disent je ramasse pas mes asperges, mes cerises. Des salariés. Alors, je suis biaisé parce que moi, j'ai cette passion. Mais n'oubliez jamais qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple. Et tous les maillons de la chaîne agroalimentaire s'inscrivent dedans. Deuxièmement, n'oubliez jamais que ce sont des métiers incroyablement innovants. Et qu'aujourd'hui, la révolution numérique, elle est déjà très ancrée dans le monde agricole. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ce que j'allais dire, avec la data, la donnée, est un champ incroyable aujourd'hui d'application et de développement. Bref, ce sont des métiers profondément innovant. Et il y a en plus en France une force extraordinaire qui est l'enseignement agricole, technique ou supérieur, moi j'en suis issu, et cet enseignement agricole, c'est une singularité française. C'est un enseignement des métiers du vivant, pas que du métier d'agriculteur, des métiers du vivant. Très performant, en effet. Très performant, et donc tous les parents qui nous écoutent, au moment où les enfants doivent faire aussi leurs orientations, regardez ces lycées du vivant. Et il y a des débouchés. Il y a un taux d'employabilité qui est incroyablement élevé. Sans parler de tous les urbains qui décident, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui décident de renverser la table, de quitter la finance et de quitter Paris pour ouvrir eux aussi une exploitation, de travailler sur des niches agricoles. C'est intéressant. Intéressez-vous au métier du vivant, et d'ailleurs je vous le dis, à partir de mémoire du 28 juin, on va lancer une grande campagne de communication. Formidable. Qui va s'appeler Les entrepreneurs du vivant.
à destination du grand public, un peu comme ce qu'avait fait l'armée fut un temps, Oui. Engagez-vous. Engagez-vous. Et là, c'est les entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous pour montrer le caractère innovant, la finalité de ces métiers, la beauté de ces métiers, l'intérêt pour ces métiers. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers où on travaille beaucoup, c'est des métiers pleins de valeur, des métiers énormément innovants, c'est des métiers qui font sens. Je peux vous dire qu'on se lève le matin, en dépit des difficultés, en ayant la foi dans ce qu'on fait, et c'est très important. Je ne sais pas si vous réfléchissez à une émission, vous avez vu le boom qu'ont fait les écoles de cuisine et de pâtisserie depuis qu'une émission, on ne les cite pas encore que tout le monde les connaît, ça serait intéressant d'imaginer aussi une émission qui valorise le métier de l'agriculture. Je suis persuadé que vous y réfléchissez. Non, mais c'est votre métier, donc je suis preneur de vos propositions. Et ben voilà, on va se voir après, parce que je pense qu'un des éléments de valorisation d'un métier, c'est aussi la manière dont la télévision en parle et dont elle valorise sa jeunesse. Totalement. À suivre, eh bien peut-être que vous viendrez nous voir après cette initiative du 28 juin pour valoriser ces métiers avec une campagne à l'image, j'imagine. Une campagne à l'image, une campagne sur les réseaux sociaux. Entrepreneurs du vivant, rejoignez-nous. C'est ça le point d'accroche. Et vraiment, je le dis, vous savez, le vivant, c'est ce qu'il y a de plus complexe dans la vie. C'est la beauté de la vie d'ailleurs. Incroyable. Et le vivant, ça ne se dompte jamais. Au mieux, on arrive à s'adapter à lui. C'est vrai. Et c'est vrai sur tous les métiers de la chaîne. Et vraiment de la recherche fondamentale, en passant par l'ingénierie, en passant par la technique, en passant par le travail de la terre. Comme on dit, c'est vrai que la terre est basse. C'est-à-dire que c'est souvent des métiers qui sont physiques, durs, ouais, c'est vrai. Mais c'est des métiers profondément innovants et profondément remplis de sens. Et encore une fois, il y a une passion dans ce métier-là. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que la passion, elle vienne se joindre à la rémunération pour faire cette création. C'est l'enjeu. Mais il faut absolument que tout le monde s'intéresse aussi à ces métiers. Vous avez aussi cette passion, vous nous l'avez transmise en tout cas, avec cette campagne le 28 sur les métiers du vivant. Vous allez en entendre parler, on l'a eu un peu en exclusivité d'ailleurs avec les mots de Julien de Normandie. Merci Monsieur le Ministre d'être venu, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et on l'a entendu, vous n'avez pas le temps de lever la tête parce que évidemment le programme est chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a des emplois à pourvoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, comment on fait. Il y a une rubrique recrutement sur le ministère, comment on fait là pour gérer les recrutements? Alors justement, au moment où on va lancer cette campagne, on va mettre en place en parallèle des pages dédiées qui recensent l'ensemble, pour pouvoir l'ensemble des liens et des sites qui permet d'aller vers des offres d'emploi, d'aller vers l'enseignement agricole. C'est un vrai sujet, hein. L'accès à ces offres pour les jeunes et les moins aussi jeunes. On travaille beaucoup avec Elisabeth Borne pour faire la jonction avec le plan Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. Il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le métier de l'alternance, mais je le redis aussi, beaucoup dans le métier de l'innovation. C'est vrai. Que vous soyez dans la donnée, que vous soyez de la data, c'est clair. De l'ingénierie, que vous soyez de la recherche fondamentale. La France est souvent l'un des pays les plus pionniers dans cette recherche du vivant et de l'innovation. Et c'est une force incroyable. Et donc, moi, j'espère que toute une autre jeunesse va continuer à se mobiliser sur ces sujets-là. Vous en êtes le porteur, en tout cas, à travers le message. Et je crois que surtout que la période qu'on vit, vous savez, la période de la Covid, c'est surtout le fait qu'il n'y a qu'une seule santé sur Terre. La santé animale, végétale, humaine, et que ces métiers du vivant, c'est ce qui fait le pont entre toutes ces santé. Je crois que c'est le plus important. Vous devez avoir de sacrées discussions avec votre épouse, parce que je ne l'ai pas dit, c'est pas non plus un carnet rose, mais votre épouse est aussi ingénieure agronome. Je vous le confirme. J'imagine que vous devez avoir des discussions un peu sérieuses à propos d'agriculture. Oui, après, on ne parle pas que de ça, je vous rassure. J'imagine. Merci Julien de Normandie d'être venu sur notre plateau, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Notre invité dans ce grand entretien.